Bonsoir tout le monde. Merci, Président. Merci à toutes les personnes qui sont présentes pour ce soir, particulièrement les membres de mon club. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la diversité, de l'équité et l'inclusion. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur et j'espère que ça pourra vous permettre d'avancer un petit peu, de faire de l'introspection et également d'arriver à une certaine forme de conscientisation. Donc, pour être clair, c'est pas nécessairement une conférence ou une causerie, c'est plus parler de certains thèmes, regarder ensemble comment nous pouvons arriver au vivre ensemble. Donc, avant d'aller plus loin, je vais passer à travers une entente avec vous. Donc, cette entente est très importante afin de nous permettre de créer un environnement respectueux et sain que nous garderons pendant toute la durée de cet échange. En explorant des questions parfois difficiles, c'est important pour nous de reconnaître l'impact que certaines conversations pourraient avoir sur tous les participantes et participants. Respectons les diverses perspectives qui seront partagées aujourd'hui en accordant une prédominance à l'écoute et au langage respectueux. Favorisons l'ouverture aux points de vue et aux valeurs différentes. C'est nécessaire pour accroître l'apprentissage et la conscientisation. Afin d'encourager la participation libre de tous et de toutes et de garder l'anonymat lors de vos réponses, je vous invite tous à changer votre nom, le nom affiché pour le sigle DEI. Vous pouvez également enlever votre photo de profil si vous voulez prendre la parole lors des exercices. Bien sûr, c'est une suggestion, ce n'est pas obligatoire, mais étant donné que parfois nous allons faire des exercices, si vous voulez garder l'anonymat, vous pouvez changer votre prénom ou le nom qui est affiché au niveau de votre profil. Donc, avant de commencer, c'est important de faire un retour sur le Rotary e-Club de Delma Centre, un club qui a été créé il y a plusieurs années et un club pour lequel les valeurs sont importantes. Donc, le Rotary Club de Delma Centre, e-Club aujourd'hui, est affilié au Rotary International. C'est un e-club, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un club qui est purement électronique et qui effectue la totalité de ses activités rotariennes sur Internet. Delma Centre sert sa communauté en lui apportant des solutions durables sous forme d'activités et de projets en fonction de sa culture et de ses besoins réels. Pour y parvenir, nous avons dès notre fondation mis l'accent sur les valeurs qui nous tiennent à cœur. Les membres de notre club travaillent à cultiver l'amour, l'harmonie, en tenant compte de la diversité de nos professions et de notre développement personnel, avec pour base l'intégrité dans nos actions, la saine collaboration avec les parties prenantes pour favoriser le vivre ensemble, élément fondamental pour le développement de notre société. Donc, le titre de cette présentation a été inspiré par les valeurs de Delma Centre. Donc, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Alors, nous allons passer à notre première activité et je vais vous poser la question. Vous pouvez écrire au niveau du chat. Quels sont les mots qui vous viennent en tête lorsque vous entendez le concept « vivre ensemble ». Vous pouvez inscrire vos réponses dans le chat ou prendre la parole si vous le désirez. Quels sont les concepts qui vous viennent en tête lorsque vous entendez le concept « vivre ensemble ». Donc, nous avons collaboration, discrimination, échange, communauté, intégration, respect mutuel, solidarité, relation, connexion. Merci pour vos réponses. Donc, selon la commission permanente sur le vivre ensemble, parce qu'il y en a bien une, le vivre ensemble dans une société est un processus dynamique que tous les acteurs mettent en place pour favoriser l'inclusion, ainsi que le sentiment de sécurité et d'appartenance. Faire la promotion du vivre ensemble, c'est reconnaître et respecter toute forme de diversité, lutter contre la discrimination et faciliter la cohabitation harmonieuse. Dans la mise en œuvre du vivre ensemble, les différents acteurs du milieu
travaillent en concertation pour faciliter l'émergence des valeurs communes qui contribuent à la paix et à la cohésion sociale. Donc, nous voyons qu'il y a plusieurs des mots qui ont été mentionnés au niveau du chat qui sont là. Nous parlons d'intégration, nous parlons d'écoute et éviter la discrimination, la cohabitation, la collaboration. Donc, effectivement, ce sont des mots qui font appel au vivre ensemble. Le premier point mentionné dans la promotion efficace du vivre ensemble dans cette définition est la reconnaissance et le respect de toutes les formes de diversité. Donc, en regardant les 3 groupes qui sont affichés, selon vous, lequel des groupes suivants représente la diversité? Vous pouvez écrire vos réponses dans le chat. Est-ce le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3? Ou peut-être que c'est le groupe 2 et le groupe 3. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Quel est le groupe ou les groupes qui représentent bien la notion de diversité? Groupe 3, groupe 2 et 3, groupe 2 et 3, 2 et 3, et 3. 1, 2, 3. Merci pour vos réponses. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident et ça parle beaucoup des biens inconscients personnels que nous pouvons avoir. Donc, la bonne réponse, c'est les 3. Alors, pourquoi est-ce que c'est les 3? Parce que le groupe 1, plusieurs personnes ne l'ont pas mentionné. Pourquoi? Parce que tout le monde a la même couleur. Donc, toutes les personnes du groupe 1 sont en jaune. Alors que pour les autres, le groupe 2 et pour 3, on a au moins une personne qui est bleue. Or, quand on parle de diversité, ce n'est pas seulement au niveau des éléments qui sont visibles. Ce n'est pas seulement au niveau de la couleur de la peau ou des vêtements ou des éléments visibles. Il y a beaucoup d'éléments qui se passent au niveau de la tête, au niveau de différents indicateurs sociaux qui sont importants de considérer. Donc, la couleur de la peau peut être un élément visant à identifier les membres d'une société. C'est l'un des indicateurs les plus visibles, mais il en existe plusieurs autres moins apparents physiquement. Dans le cas du groupe 1, par exemple, tous les membres du groupe sont jaunes, mais ce n'est qu'un aspect de leur identité. Dans les sociétés occidentales, qui sont souvent beaucoup plus multiethniques, plus hétérogènes, c'est un indicateur avec des conséquences qui sont très importantes. Bien que le colorisme existe partout et même dans notre société, il faut reconnaître que plus une société est homogène au point de vue ethnique, comme Haïti, moins les gens s'identifient à leur couleur de peau dans la vie de tous les jours. Donc, la couleur de peau ressort, si vous voyez bien, en fonction de la comparaison. Vous pouvez voir, par exemple, que le bleu ressort en comparaison au jaune. Mais quand tout le monde est jaune, la couleur n'a plus d'importance. Dans ce cas de figure, les individus s'identifient et identifient les autres en fonction des marqueurs tels que la citoyenneté, l'emplacement géographique, l'éducation, les opinions politiques, l'état civil, la profession, la langue. Tous ces facteurs font que même si les êtres humains sont apparemment semblables, ils sont différents dans les faits. Donc là, nous avons un graphique qui présente l'intersectionnalité. Donc, selon Kimberly Crenshaw, qui a beaucoup travaillé sur ce concept, l'intersectionnalité fait référence au fait que dans la réalité, nous avons tous plusieurs identités qui se croisent et qui font de nous ce que nous sommes. En vous basant sur le graphique à l'écran, regardons comment nous nous identifions en choisissant 3 ou 4 marqueurs. Je vais commencer. Donc, moi, je m'appelle Amina Kekantav. Au niveau du genre, ici, je suis une femme. Au niveau de la langue, ici, je suis trilingue, donc français, anglais, créole. Et je vis
en milieu urbain. Je vis dans une ville. Donc, ça, c'est l'exercice. Je vais vous demander de refaire la même chose à votre tour. Donc, je répète, en vous basant sur le graphique à l'écran, partagez avec nous comment vous vous identifiez. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 ou 4 marqueurs. Je vous invite à choisir des marqueurs qui sont peut-être différents que ceux que je viens de mentionner pour mon exemple. Vous pouvez le faire sur le chat ou vous pouvez prendre la parole. Je sais que ça prend du temps. Donc, j'invite peut-être une personne à le faire de vive voix, verbalement. Alors, nous avons une personne qui dit « Je suis divorcée ». Donc, ça, c'est l'état matrimonial. Je parle français, créole et anglais. Donc, là, on parle de la langue. Et je suis une femme. On parle du genre. Merci pour cette personne. Nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, les marqueurs que nous venons de voir sont interdépendants et ont un impact sur le pouvoir que l'on a dans la société ou dans un groupe donné. Là, nous parlons de la notion de pouvoir. Donc, dans son sens le plus élémentaire, qu'est-ce qu'on entend par pouvoir? Le pouvoir est défini comme la capacité d'accomplir quelque chose ou d'agir d'une certaine manière. Le docteur Martin Luther King considérait le pouvoir comme la capacité d'atteindre un objectif. C'est la force nécessaire pour apporter des changements sociaux, politiques et économiques. Le pouvoir est inégalement réparti à l'échelle mondiale, mais également dans la société haïtienne. Certains individus ou groupes exercent un plus grand pouvoir que d'autres, leur permettant ainsi un meilleur accès et un meilleur contrôle sur les ressources. La richesse, le capital social, l'éducation sont quelques mécanismes sociaux clés par lesquels le pouvoir est opéré. Apprendre à voir et à comprendre les relations de pouvoir est essentiel pour s'organiser en vue d'un changement social progressif menant au vivre ensemble. Un grand pouvoir implique également de grandes responsabilités. Donc, en fonction des réponses précédentes, celles que vous avez écrites, celles que vous avez gardées pour vous-même, prenez le temps de vous situer sur cette nouvelle roue. Nous avons tous un mélange d'identités privilégiées et d'identités marginalisées. Donc là, vous voyez au centre de la roue, il y a privilèges et autour, ce sont des identités qui sont marginalisées. Les identités ne sont pas fixes. Par exemple, si on prend l'identité de genre femme, il est indéniable que, de manière générale, les femmes ont un statut beaucoup plus marginal que celui des hommes dans notre société, pseudo-patriarcale. Par exemple, il est plus difficile pour une femme d'accéder à des postes de pouvoir, que ce soit en conseil d'administration, que ce soit au niveau de la politique, de l'entrepreneuriat, en général, entrepreneuriat formel, bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'y accéder. Mais cette même femme qui n'arrive pas à atteindre un poste de pouvoir en raison du sexisme qui est criant dans notre société, a également des privilèges en tant que femme. Donc, si on compare une femme qui a des ressources financières et un capital social comparable à celui de son partenaire, cette femme est souvent privilégiée lorsqu'il s'agit de déterminer, par exemple, la garde des enfants lors d'une séparation. Donc, chaque personne peut avoir un marqueur, un identifiant qui peut être à la fois un privilège ou un élément marginal dépendamment de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cette nuance est nécessaire, mais il faut bien comprendre que, en général, il faut se rappeler que plus vous êtes au centre ici, plus vous avez des privilèges et ça veut dire aussi que vous avez accès à plus de ressources. Plus vos résultats sont loin du centre, plus les situations d'oppression sont possibles. Donc, par exemple, nous avons vu que y a une personne qui avait écrit, par exemple, je vais prendre mon cas. Donc, je suis une femme,
Donc, comparé à un homme, je suis plus marginalisée, mais en même temps, j'ai dit aussi que j'étais trilingue. Donc, au niveau de la langue, j'avais un privilège comparé à un homme, par exemple, qui serait unilingue. Donc, c'est important de comprendre que plus on a d'éléments ici, plus on est privilégié. Deuxièmement, donc maintenant qu'on a compris qu'on a des éléments privilégiés, on a des indicateurs qui sont marginaux, il faut également comprendre qu'il y a des items pour lesquels vous vous situez au centre, plus vous avez du pouvoir. Il faut noter cependant que tous ces facteurs n'ont pas le même poids dépendamment de la société d'appartenance. Nous allons prendre le cas de la mobilité sociale. Mobilité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi la capacité pour quelqu'un de sortir de sa classe sociale? En général, dans les sociétés occidentales, par exemple, l'éducation est un élément qui peut mener à la mobilité sociale. C'est pour ça que nous avons plusieurs personnes, notamment dans la diaspora, qui travaillent très, très, très fort pour que leurs enfants puissent avoir accès à l'éducation. Dans le cas d'Haïti, par exemple, oui, en général, on pourrait supposer que le fait d'avoir un diplôme d'enseignement supérieur constitue un privilège, mais il n'a pas le même poids que, par exemple, aux États-Unis. Comme nous avons plusieurs personnes qui ont des milliers de jeunes qui ont un diplôme d'enseignement supérieur, mais qui font face au chômage ou parce qu'ils n'ont pas d'autres éléments de privilège, donc ce qui est l'élément, le capital social ou d'avoir une famille qui est beaucoup plus riche, ne peut pas atteindre nécessairement la mobilité sociale. Donc, tous ces éléments-là, même si ici, au niveau de ce cercle, ils ont tous la même taille, dépendamment de la société, dépendamment du groupe, certains éléments auront beaucoup plus de force, ils seront beaucoup plus des prédicteurs de la possibilité d'avoir une mobilité sociale et des privilèges. Il est important de noter aussi que dans tout groupe ou société où le vivre ensemble n'est pas au centre des préoccupations et des actions, la notion de pouvoir est profondément liée à l'oppression, à la discrimination et à l'inégalité. C'est quelque chose qui est vraiment important de considérer parce que oui, on peut se dire que j'ai plusieurs privilèges. Donc, j'ai eu l'occasion d'étudier, je suis née dans une famille qui n'est peut-être pas riche, mais ils ont quand même réussi à répondre à tous mes besoins, etc. Mais tous ces éléments-là, quand ils s'additionnent et qu'on les met dans une situation d'une société inéquitable, ces privilèges souvent se transforment en pouvoir et souvent le pouvoir, l'être humain n'a pas nécessairement la capacité d'utiliser sciemment, il devient souvent une forme de discrimination et d'inégalité. Donc maintenant, nous allons parler des perceptions respectives que nous avons concernant certains identifiants mentionnés dans le graphique. Donc, j'ai choisi les jeunes. Donc, je vais vous demander, quand vous entendez le mot jeune, parce qu'on a vu qu'il y avait l'identifié âge, donc on a jeune, moins jeune, beaucoup plus âgé. Encore une fois, soyez conscients que, dépendamment de la situation, on peut avoir des impressions positives ou négatives d'un concept donné. Donc, dans ce cas précis, quels sont les 3 mots négatifs qui vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le mot « jeune ». Veuillez inscrire, s'il vous plaît, votre réponse dans le chat. Encore une fois, c'est lié à la perception. Donc, comme c'est lié à la perception, ce n'est pas un élément que je ne vais pas déterminer pour vous qu'est-ce qu'on entend par jeune. Donc, selon votre conception de la jeunesse. 3 mots négatifs. Naïveté, inexpérimenté, délinquance, insouciance. En effet, ça, c'est des mots qui ressortent souvent au niveau de la jeunesse irréfléchie. Ça ressort souvent et ce, dans la majorité des sociétés. Les générations antérieures pensent toujours la même chose des plus jeunes et c'est un cycle qui continue à chaque fois.
On pense toujours que les jeunes sont pires à chaque fois. Donc, merci pour vos réponses, pour votre participation. Nous allons passer à un autre mot, un autre concept, un autre identifiant. Donc, ce sera le mot « homme ». Qu'est-ce qui vous vient en tête, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot « homme ». Vous pouvez saisir au moins 3 éléments positifs. Vous pouvez les inscrire dans le chat. Et je vais même préciser, étant donné que il y a une audience, les participants sont majoritairement haïtiens d'origine ou en Haïti, particulièrement les hommes haïtiens en général. Donc, pas l'homme avec le grand H. Maturité, courageux, machiste. N'oublions pas qu'on parle d'éléments positifs. Responsable, maturité, courageux, virilité. OK, merci. Donc, j'aurais pu continuer comme ça avec les différents identifiants, mais j'ai choisi des identificateurs relativement neutres pour ne pas créer de malaise. Mais si on considère un exercice réel où l'objectif premier de cette présentation, de cette causerie, c'était de créer effectivement un contrat de vivre ensemble, les identifiants que je viens de mentionner ne sont peut-être pas les plus importants, surtout au niveau de notre société. Donc, dans le confort de l'anonymat, ce sera important pour nous, pour vous, de vous poser les mêmes questions sur des indicateurs plus confrontants. Donc, toi, moi, et surtout nous, Haïtiens. Qu'est-ce que nous pensons réellement des personnes qui sont plus riches que nous, plus pauvres que nous, des personnes qui ont un niveau éducatif plus élevé ou plus faible, des personnes qui vivent en zone urbaine, donc en province, ou même à l'extérieur des villes de province qui sont les chefs-lieux, ou en zone rurale. Que pensons-nous des unilingues créolophones qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas l'anglais? Les polyglottes qui parlent beaucoup plus que 2 ou 3 langues. Quel est notre degré d'intériorisation du colorisme en Haïti? Donc, c'est bien facile de penser à ce que les autres font, mais toi, avec toi-même, quand tu es seul avec toi-même, quels sont les 3 points positifs ou négatifs qui te ressortent immédiatement quand tu as ces personnes-là ou ces identifiants en tête? L'inéquité qui est généralisée, qui règne dans nos sociétés, dans nos groupes, dans nos associations, ne s'est pas créée toute seule. Elle est bel et bien là et ne peut être niée, et nous sommes tous des acteurs qui y contribuons. Nous avons tous des indicateurs marginaux et des indicateurs de pouvoir que nous nions ou que nous rationalisons pour pouvoir garder nos privilèges. Donc, oui, j'ai tel privilège, mais c'est parce que j'ai travaillé fort pour. L'autre personne ne l'a pas, ben, tout bad. Donc, c'est la notion de pouvoir, lorsque l'on l'a, on veut la justifier et en même temps, on ne veut pas la laisser partir. Et pour éviter de la laisser partir, on transpose maintenant le problème sur l'autre. On a beaucoup de difficultés à faire un travail d'introspection. Ça nous amène au biais inconscient parce que les éléments négatifs que nous avons mentionnés et également les éléments positifs, ce sont des biais inconscients. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Ce sont des stéréotypes sociaux sur certains groupes sur certains groupes de personnes et de groupes que les individus forment en dehors de leur propre conscience. Donc, oui, il y a certaines personnes qui choisissent nécessairement de répéter des trucs sans y penser, mais en général, les biens que nous avons, le mot le dit, ils sont inconscients. Il y a des tests de biais inconscients. Si vous tapez implicit bias, Harvard, il y a plusieurs tests qui sont liés à comment nous voyons les personnes qui sont issues d'un autre groupe, comment nous voyons les personnes en fonction de la couleur de leur peau, comment nous voyons les hommes, comment nous voyons les femmes. Et vous seriez surpris de vous rendre compte à quel point
vous pensez que vous n'en avez pas. Parfois, ce sont des biais contre nous-mêmes. Donc, je suis une femme et j'ai des biais inconscients contre les femmes. Je suis plus foncée et j'ai des biais inconscients contre les personnes foncées. J'ai de l'argent, j'ai de la difficulté avec les gens qui ont de l'argent parce que je ne suis pas moi-même à l'aise avec ça. Donc, c'est important d'en être conscient parce que c'est la première étape vers le fait d'accepter vraiment que nous faisons partie du problème. Tout le monde a des croyances inconscientes sur différents groupes et d'identité sociale. Ces biais découlent de la tendance à organiser des mondes sociaux en catégorisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, même si aujourd'hui nous avons évolué, nous avons besoin de mécanismes pour nous protéger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que plusieurs personnes ont déjà entendu parler du fait que, par exemple, il y a beaucoup d'hommes au niveau des sociétés occidentales. Par exemple, quand on voit un homme qui est beaucoup plus grand, qui a un hoodie sur la tête, qui marche pendant la nuit, même si tu es noir, il y a quelque chose qui se fait dans ta tête. Est-ce que je dois traverser la rue? Quand c'est une personne qui est blanche qui le fait, c'est le racisme. Mais quand toi, tu te sens comme ça, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que justement, tu adoptes des stratégies pour te protéger et tu n'en es pas nécessairement conscient. Donc, ça nous aide, les biais inconscients sont là pour nous aider à organiser. Parce que ce serait difficile et irréaliste nécessairement de penser, même si c'est ce à quoi on tend, c'est irréaliste de penser qu'à chaque fois que je vois un être humain, je le vois seulement pour qui il est au fin fond de lui-même. Non, je regarde certains indicateurs, je regarde comment il est habillé, je regarde c'est quoi la couleur de sa peau, qu'est-ce qu'il porte, comment il s'exprime, c'est quoi la langue, et là, je détermine immédiatement dans quelle catégorie je le mets et je poursuis mon chemin. Je n'essaie pas d'apprendre à connaître cette personne pour qui elle est. Donc, c'est une manière pour nous d'organiser nos pensées et d'organiser le monde social que nous avons dans notre tête. Une quantité importante de recherches a été publiée démontrant l'impact de ces biais inconscients dans divers domaines, y compris le système de justice, l'éducation et les soins de santé. Par exemple, il y a plusieurs domaines dans lesquels on embauche beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a beaucoup de domaines où on décide parce qu'on a un capital social similaire avec quelqu'un qu'on lui offre un salaire supérieur à quelqu'un d'autre. Donc, les biais inconscients sont souvent à l'origine des préjugés et des discriminations qui sont, eux, des freins principaux au vivre ensemble. Donc, selon vous, quelles sont certaines conséquences des biais inconscients qui sont liées, par exemple, à la langue, particulièrement en Haïti? Donc, quand une personne a des biais inconscients envers une personne qui est unilingue créolophone, quels sont les impacts négatifs que ça peut avoir dans la vie de cette personne lorsqu'elle est confrontée à une personne qui a un biais inconscient pareil? Si vous voulez, vous pouvez prendre la parole ou vous pouvez écrire. Mais soyez conscient que ça prend plus de temps de taper de longues phrases avec le chat. Donc, je reprends ma question. Quelles sont les conséquences du fait d'avoir des biais inconscients liés à la langue? Nous savons tous que ce n'est pas pour rien, par exemple, dans plusieurs groupes, dans différents domaines, qu'on choisisse de s'exprimer en français, d'écrire en français, même si nous savons que nous avons deux langues. Donc, nous avons toutes sortes de raisons de rationaliser pourquoi nous le faisons, mais que ces arguments soient légitimes ou pas, il y a des conséquences. Donc, quelles sont ces conséquences par rapport aux personnes qui sont, par exemple, unilingues créolophones? Amina, si tu permets, tu m'entends? Oui, oui, Maki. OK. Bon, pour moi, l'une des premières conséquences, c'est que ça peut créer une sorte de barrière à l'expression dans un milieu, par exemple, qui est multilingue. Cette personne pourrait bien aimer s'exprimer pour dire quelque chose d'important ou bien pour donner son apport par rapport à une situation donnée. Donc, voilà, pour moi, la première conséquence, c'est que ça crée une sorte de barrière à l'expression. Merci. Effectivement, c'est le cas. Et là, Maki a mentionné quelque chose qui est au point de vue individuel. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de regarder
les impacts des biais inconscients sur les systèmes, donc les systèmes éducatifs, les systèmes financiers, les systèmes de santé. Donc, une personne, un groupe de personnes ont le même biais inconscient qui sont liés à la langue, qui détermine maintenant c'est quoi le programme éducatif, qu'est-ce que ça fait à ces enfants qui arrivent au préscolaire à 2 ans, à 3 ans, qui ne connaissent aucun mot de français. Qu'est-ce qui arrive avec ces parents qui en connaissent encore moins? Quelles sont les différentes dynamiques que ça crée avant même de commencer avec l'école? Donc, une personne, par exemple, qui arrive, qui ne parle pas du tout la langue, alors qu'elle est dans son pays, cette nuance-là est très importante parce qu'on pourrait avoir l'argument que quand les personnes quittent leur pays et qui sont au niveau de l'immigration, ils ont de toute façon, ils doivent apprendre. C'est facile d'apprendre quand on se dit, je ne suis pas chez moi, je vais devoir faire un effort supplémentaire. Mais lorsqu'on est chez soi et qu'on doit faire cet élément, on doit faire cet effort supplémentaire, quels sont les impacts que ça a? Est-ce qu'il y a un impact sur la perception de l'école? Est-ce que maintenant, ça devient l'école, c'est quelque part de difficile où les gens comme moi ne devraient pas y aller? Donc, il faut réfléchir aux impacts que les biais inconscients individuels et systématiques ont sur nous. Il y a également certaines conséquences qui sont liées à des biais inconscients liés à l'éducation. Et éducation, c'est large, mais il y a des biais inconscients qui sont liés à où est-ce que tu as été à l'école, dans quelle région tu as été à l'école. Est-ce que c'était une école internationale? Est-ce que c'était une école haïtienne? Est-ce que c'est une école qui est une école congréganiste? Donc maintenant, quels sont les impacts quand une personne vient demander un emploi? Et c'est facile de dire qu'il y a un lien avec la qualité. Nous sommes tous conscients que partout, ce n'est pas seulement en Haïti, partout, il y a l'élément de qualité au niveau de l'éducation. Toutes les écoles ne se valent pas, et que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout, il y a trop de recherches qui ont été faites pour montrer que souvent, dans les quartiers beaucoup plus riches, même dans le système public, l'éducation, la qualité de l'éducation est beaucoup plus élevée. Donc, et c'est le cas également pour les écoles privées. Cela étant dit, qu'est-ce que toi, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsqu'une personne dit « j'ai tel degré d'éducation » ou « j'ai été à telle école versus une autre ». Quelle catégorisation est-ce que tu fais? Et maintenant, une fois que tu as fait cette catégorisation, quelles sont les conséquences par rapport aux actions que tu dois poser, surtout lorsque tu es dans une position d'autorité, par exemple au niveau des ressources humaines, pour recruter, etc. Donc, selon vous, comment pouvons-nous contrecarrer ces conséquences? Donc, maintenant qu'on a appris plusieurs terminologies, on a appris c'est quoi le privilège, c'est quoi le pouvoir, c'est quoi les biens inconscients. On a regardé c'est quoi les différents identifiants qu'une personne puisse avoir. On a vu qu'il y a des aspects qui sont liés à l'individu. Il y en a d'autres qui sont liés au système, mais le système est formé d'individus. Donc, c'est facile de dire qu'il faut changer le système sans changer l'individu. Donc, en sachant tout ça et en ayant vraiment une idée des conséquences à court et à long terme que peuvent créer les biais inconscients, les stéréotypes, quels sont les moyens que nous pouvons avoir pour contrecarrer ces conséquences? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Je ne vous demande pas nécessairement d'avoir une théorie bien montée, bien expliquée. Donc, vous pouvez prendre la parole ou écrire votre réponse sur le chat. Je pense qu'on devrait se concentrer sur la compétence de la personne et ne pas regarder d'où elle vient, à quoi elle ressemble. Donc, ce pourquoi la personne serait engagée, ce sont ces facteurs-là, tous ces facteurs-là qu'on doit évaluer et pas autre chose. Merci. Donc, dans une situation de recrutement, effectivement, c'est une façon de faire. L'ouverture d'esprit et l'acceptation. Merci Marilyn, merci Andy. Effectivement, ce sont des éléments qui sont importants. Donc, nous allons passer à d'autres éléments qui pourraient vous permettre de réfléchir un petit peu plus sur comment procéder. Le premier élément, et nous revenons à l'exercice 1, donc l'exercice sur les 3 différents groupes, c'est d'accepter que la diversité existe. Elle est là, elle sera toujours là.
si nous prenons deux êtres humains qui sont des jumeaux, qui ont grandi dans la même famille, ce seront deux personnes différentes. Souvent, il y a des parents qui aiment dire, par exemple, ils ont 3 enfants. Je ne comprends pas pourquoi le premier est comme ça, le deuxième est comme ça. Oui, effectivement, il y a des éléments qui sont liés à la personne, donc des éléments intrinsèques. La personne est née comme ça. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à l'environnement. Et il faut comprendre que, par exemple, un enfant qui est né au début de la relation de ses parents, ou peut-être qu'il n'était pas nécessairement à l'aise financièrement. Il y a plusieurs éléments qu'il n'avait pas. Il était témoin du stress, il était témoin de toutes les discussions, il était un petit peu plus privé financièrement, n'a pas eu la même enfance, même s'il a grandi dans la même maison, que le troisième enfant qui arrive lorsque, là maintenant, on a soufflé, on est assis, on a fait nos études, on est beaucoup plus à l'aise, donc il y a moins de stress, il y a beaucoup plus d'affection dans la relation. Donc, c'est important de comprendre que la diversité ne s'arrête pas à des marqueurs professionnels ou des marqueurs démographiques. Il y a des éléments qui sont liés à la personnalité, l'affectivité, etc. Donc, la diversité est relative à la personne. Il s'agit de l'éventail de dimensions, de qualités, de caractéristiques uniques que nous possédons tous. Elle se rapporte aux conditions, aux modes d'expression et aux expériences de différents groupes définis par l'âge, l'orientation sexuelle, qui sont définis par la personnalité, le statut, la religion, la situation de handicap, la langue, la race, le lieu d'origine, etc. La diversité est un fait et elle ne peut être niée. Et souvent, l'un des problèmes que nous avons, surtout en groupe, c'est que nous prenons pour acquis que tout le monde doit être pareil, tout le monde doit penser comme nous, comme si nous avions les mêmes expériences et que nous étions tous la même personne, comme si nous étions tous le groupe 1. Nous ressemblons, nous avons la même apparence, donc nous sommes tous pareils. Une fois que le fait que la diversité ne peut être niée est accepté, explorons ensuite d'autres notions qui sont importantes. Donc, là maintenant, je vais vous poser la question, lorsque vous entendez le mot égalité versus équité, quelle est la différence selon vous? Égalité, équité. Égalité, c'est donner à tous la même portion, même si ce n'est pas de cette portion-là la personne a besoin. Est-ce que l'équité, c'est de rendre les gens au même niveau en leur donnant ce qu'il leur faut pour atteindre le niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les mêmes portions exactement, mais il faut mettre, c'est une mise à niveau et personnalisée, c'est-à-dire selon les besoins. Merci Madeline, c'est exactement ça. C'est exactement ça pour l'équité et l'égalité. Donc là, nous avons la réalité, nous avons l'égalité et l'équité. Donc présentement, nous sommes ici. Nous avons une personne ou un groupe, et ce, dépendamment des situations, qui a 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits bacs pour monter, et nous avons une personne qui en a un. Souvent, nous avons tendance à penser que ça doit être comme ça, mais ça doit être là. Mais maintenant, j'ai une question précise. Qu'est-ce qui s'est passé entre la réalité et l'égalité pour arriver à l'équité? De manière pratique, qu'est-ce qui a dû se passer dans ce scénario? Au-delà de la théorie. Il y en a qui n'arrivaient pas à avoir, à se mettre à niveau. Ça veut dire ils sont privés d'une certaine de vision, je pourrais dire. Ils sont privés de quelque chose, donc même s'ils sont là, mais ils ne sont pas au même niveau, donc ils sont privés de quelque chose. Donc il y a un gap qui se développe. Oui. Mais maintenant, dans le processus, regardons par exemple le monsieur avec le pantalon jaune. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, ce monsieur-là? Parce que là, on regarde l'ensemble, mais regardons l'individu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, ce monsieur avec le pantalon jaune? Il y a peut-être le fait qu'il faut accepter de partager.
Il faut accepter de partager. Donc, si on revient à la notion avant que tous les éléments, tous les indicateurs que nous avons, il y a une notion de privilège et une notion de marginalisation. Ici, le petit garçon avec le t-shirt mauve, on pourrait dire qu'il était marginalisé dans la réalité parce qu'il n'avait rien et que le monsieur avec le pantalon jaune, lui, il avait beaucoup plus de privilèges. Pour qu'on arrive à l'équité et même à l'égalité, le monsieur avec le pantalon jaune a dû perdre plusieurs de ses bagues. Nous ne pourrons pas arriver à l'égalité, à l'équité, parce que oui, on aime dire que les ressources sont infinies, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas au vivre ensemble, c'est parce que nous, individus, ne sommes pas prêts à perdre beaucoup de notre privilège ou de notre pouvoir. Et ça, c'est très important lorsque nous considérons l'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est quoi? C'est faire en sorte que tous et toutes aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à la communauté et à la société. Donc, ici, nous avons plusieurs modèles dans notre société que nous pensons être l'inclusion. Par exemple, là, c'est clair, c'est l'exclusion. OK, c'est l'exclusion, nous faisons nos trucs ensemble et puis ces personnes-là, de manière individuelle, restent à côté. La ségrégation, on se sent moins mal parce que nous sommes ensemble et eux, ils sont ensemble, mais ils ne font pas partie du groupe privilégié. L'intégration, on va les intégrer, mais selon nos propres règles, nos propres valeurs, et ils vont rester fermés à l'intérieur de ces règles, de ces valeurs que nous, les Bleus, nous leur avons imposées. Et finalement, l'inclusion, où il n'y a aucune barrière, où la diversité est respectée parce que nous gardons tous nos couleurs, tout le monde n'est pas bleu, le rose est resté rose, l'orange est resté orange. Mais tout ça fait en sorte que le cercle jaune a dû s'ouvrir pour laisser rentrer les autres. Donc, quand on s'ouvre, ça veut dire qu'on coupe, ça veut dire qu'on ouvre, ça veut dire qu'on recoue ensemble. Il y a un travail de apprentissage, réapprentissage, perte, deuil de cette perte et comment on peut construire ensemble. Et finalement, les 3 étapes importantes pour arriver au vivre ensemble. Si vous regardez une chose de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ça. La première étape pour arriver au vivre ensemble, c'est la conscientisation. Donc, prendre conscience que nous avons tous des différences. Donc, tu penses que l'autre est comme toi, il n'est pas comme toi. Et s'il te dit qu'il n'est pas comme toi, accepte ce fait. Et que nous avons tous des biais implicites. C'est facile de penser que oui, moi, j'ai dépassé tout ça, je n'en ai pas. Nous en avons. J'en ai, vous en avez, nous en avons tous. Et surtout dans notre société, nous en avons encore plus que plusieurs autres sociétés. Le deuxième point, c'est avoir une sensibilité sociale ou interpersonnelle. Prendre conscience et reconnaître que c'est important de respecter les différences, la tolérance. Tu ne penses pas comme moi, c'est OK. Tu n'as pas les mêmes valeurs spirituelles que moi, c'est OK. Donc, c'est une valeur. Souvent, on dit dans notre société que oui, mais il y a des valeurs qu'on ne veut pas pour notre société parce que les gens font ci ou ils font ça. Mais la notion de respect de la différence est souvent oubliée. Et troisièmement, la compétence sociale. Donc, créer, comme Marilyn disait avant, regarder c'est quoi les compétences des gens, mais acquérir des compétences aussi pour apprendre à connaître l'autre. Acquérir des connaissances pour apprendre à connaître l'autre. Et surtout, avoir des attitudes qui sont nécessaires pour mettre en place l'équité et l'inclusion. Donc, nous l'avons vu avant, c'est quoi ces attitudes? C'est accepter de perdre de manière saine, accepter de comprendre que c'est nécessaire, accepter d'accueillir l'autre dans sa différence, accepter de faire le pas. Donc, tout ça, ce sont des attitudes qui sont nécessaires pour s'asseoir et maintenant, après, dans un 4e temps, s'asseoir ensemble pour déterminer comment nous allons vivre ensemble. C'est souvent facile de penser que c'est un élément que tout le monde va faire. Oui, tout le monde va le faire, mais c'est avant tout
à ceux qui ont les privilèges de faire le premier pas. Et comme je l'ai dit avant, nous avons tous des privilèges, donc c'est à nous d'accepter de perdre un peu pour en avoir. Si nous ne pouvons pas le faire, au moins ayons ayons la sagesse d'accepter que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous ne voulons pas perdre. Et évitons de blâmer toutes sortes d'autres raisons. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que cette présentation vous aura permis de penser à d'autres éléments et bien sûr d'aller plus loin sur le sujet. Je ne peux pas continuer à cause du temps, donc je vais remettre la parole au président. Merci de votre présence. Merci de toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, que ce soit mes sœurs guides, les membres de mon club Rotary, les membres de ma famille, mes amis, etc. Merci beaucoup de votre attention. Waouh, 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 waouh. Que dire sinon que remercier Amina pour cette belle présentation. Et je pense que nous avons beaucoup appris cet après-midi lors de cette présentation. Donc, on est arrivé au moment où il faut laisser la place à ceux qui étaient là pendant les 50 minutes, nos 40 invités qui étaient là pendant cette activité, de poser des questions et de faire des interactions pendant une quinzaine de minutes. Donc, c'est à vous maintenant le moment de lever la main et vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions. Amina est là avec nous pour répondre à vos interrogations.